La Chine pourrait bien réfléchir à envoyer directement des armes à la Russie, selon le chef de la diplomatie US, Antony Blinken. Du côté chinois, si la Russie venait à tomber, cela la mettrait directement en face des USA comme ennemi numéro 1. Et cela pourrait également compromettre une partie de sa croissance de long terme qui dépend étroitement des matières premières russes, dont les ressources énergétiques. De l'autre côté, celui des Occidentaux, si la Chine commence à fournir une aide militaire à la Russie, cela signifie que le conflit s'étend et que la Russie pourrait avoir les moyens de tenir bien plus longtemps, voire d'avancer bien plus rapidement. C'est bien pour cela que Zelensky s'empresse de monter en épingle cette situation critique en criant sur tous les toits que cela signifierait une guerre mondiale avec l'espoir que cela lui permette de renforcer le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Bref, chacun défend ses intérêts et en conséquence de quoi la situation devient toujours plus instable. Aujourd'hui, je veux prendre du recul sur cette guerre pour replacer les faits et les enjeux stratégiques de chacun sans pour autant verser dans la morale ou le bien le mal, car je pense qu'à cette échelle, ce sont des considérations qui ne sont pas pertinentes. Dit autrement, à notre échelle, les particuliers, pas particulièrement particuliers, notre avis n'intéresse personne et n'influence rien dans ces événements. Donc je préfère présenter une analyse détachée et pragmatique, car comprendre, c'est se donner les moyens de s'adapter, chacun à notre niveau. Je ne suis donc ni pour les uns ni pour les autres, bien au contraire. C'est dans l'intention de dépassionner ce sujet, ce que je n'arriverai de toute façon pas à faire, je pense, que je vais abondamment citer Dominique de Villepin, car c'est une personne mainstream qui garde pourtant une analyse pragmatique de la situation. Allons-y. Il faut garder en tête que la Russie ne va pas disparaître et que l'histoire nous enseigne qu'il serait préférable à un moment d'arrêter ce conflit et de retourner nouer des relations diplomatiques, économiques et financières avec la Russie de Poutine. Les cas de la Libye et de l'Irak nous apprennent que déboulonner de force la figure de pouvoir en place conduit beaucoup plus souvent au chaos. Dominique de Villepin l'exprime très bien quand on lui pose la question de savoir s'il faut penser l'avenir avec la Russie de Poutine. Nous n'avons pas voulu pousser jusqu'au bout les inspections avec Saddam Hussein. Saddam Hussein était un personnage odieux. Nous avons récolté le chaos et le terrorisme. Nous n'avons pas voulu, à un moment donné, pousser les feux avec la Libye de Kadhafi. Nous avons récolté le chaos et la situation au Sahel. Donc il faut retenir les leçons de l'histoire. Et en réalité, les pays de l'Union européenne n'ont pas le choix, car ils sont pris dans un étau géopolitique entre les USA d'un côté et la Chine de l'autre. Donc si l'Union européenne continue sa politique actuelle, c'est bien sa chute qu'elle prépare. Et ça, les USA l'ont très bien compris. Et là, j'en appelle à Emmanuel Todd dans une bonne interview d'Olivier Berruyer qui explique que la cible historique, depuis la fin de la guerre froide, de la puissance américaine, c'est la puissance industrielle allemande. L'Empire américain a été construit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par la conquête de deux grandes puissances industrielles, l'Allemagne et le Japon. Ensuite, il a subsisté parce qu'il fallait protéger tout le monde contre le communisme. Et le risque pour nous, c'est qu'à partir du moment où le communisme s'effondre, on ne va plus avoir besoin de nous. Bon, sous-entendu, c'est pas possible parce qu'on a besoin du monde pour nous nourrir maintenant. Et donc le problème, si on se centre sur l'Europe, c'est comment empêcher le rapprochement de la Russie et de l'Allemagne. C'est ça le problème fondamental des Américains. Et ça s'est focalisé dans la période récente sur le rapprochement énergétique russo-allemand, sur les gazoducs, on pourrait voir ce qui s'est passé, non pas tellement comme une agression de la Russie, mais comme un encerclement de l'Allemagne. D'ailleurs, je suis effaré qu'en Europe, on parle si peu de l'enquête de Hersh Seymour, qui affirme que ce sont bien les USA qui ont monté une opération secrète pour saboter les gazoducs Nord Stream conjointement avec la Norvège. Seymour Hersh n'est pas n'importe qui, c'est un journaliste d'investigation de 85 ans et qui a une très longue carrière derrière lui du coup. Prix Pulitzer, qui est un peu le prix Nobel du journalisme aux USA si je puis dire, il a révélé de nombreux scandales avec un retentissement international comme les prisons d'Abu Ghraib en Irak ou le massacre de My Lai au Vietnam. Pourtant, si les choses se sont bien passées telles que Seymour Hersh l'affirme, alors cela signifie que les USA ont saboté sciemment l'industrie allemande et ont conduit des opérations militaires sur un territoire étranger, ce qui constitue un acte de guerre normalement. Mais c'est quand même pas rien. Cela vient conforter l'analyse d'Emmanuel Todd que la cible de ce conflit, c'est de casser une alliance économique trop forte entre l'Union européenne, industrie allemande en tête,
et la Russie. D'ailleurs, cette idée ne date pas de Biden. Souvenez-vous que Trump dénonçait le dumping monétaire pratiqué par l'Allemagne grâce à l'euro contre les USA. C'était dit avec un langage plus fleuri, mais c'était la même idée. Et là, de la même façon, avant de bondir en criant que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et pas les USA tout de même, ce qui est vrai, il faut repositionner les événements sur 30 ans depuis la fin de la guerre froide pour bien comprendre les choses. La Russie est une puissance mondiale qui a besoin de faire respecter sa zone d'influence, tout comme n'importe quelle puissance mondiale qui veut perdurer. Nier cela, c'est nier la réalité des rapports de force entre les nations. La guerre n'est qu'une dimension de la géopolitique comme moyen d'arriver à atteindre ses objectifs. Les USA font de même lorsqu'ils s'ingèrent dans les affaires des pays étrangers. Et ce n'est ni plus ni moins moral que les autres. J'ai été très frappé. On remet sur la table à juste titre la question de la justice internationale pour traduire un jour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre Vladimir Poutine. Mais chaque fois que je me déplace dans le monde, on me dit mais on n'a pas traduit George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale, ni devant une juridiction spéciale. Le 2 poids 2 mesures. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie? Que faites-vous pour le Soudan? Que faites-vous pour les pays qui souffrent dans le monde? Revient constamment. Donc il faut, oui, regarder le monde, pas uniquement de notre point de vue, mais aussi avec le regard des peuples du monde. Dit autrement, la justice ne peut exister qu'au sein d'une communauté qui se met d'accord sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas, en y associant une violence policière légitime pour les faire respecter. Une telle chose n'existe pas à l'international, puisque le monde n'est pas un tout homogène. Donc, pour tout ce qui est droit international et cour internationale, etc., je vois ça comme une façon pour les peuples qui sont les plus puissants de leur époque d'affirmer leur influence. Tant qu'il n'y a qu'un seul shérif en ville, tout le monde accepte tant bien que mal car on se soumet à la force. Ce fut le cas avec les USA depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès que les rapports de force s'équilibrent entre plusieurs blocs, alors les divergences se font de nouveau entendre et le pouvoir des instances internationales se reconfigure, voire change de main. Bachar el-Assad a survécu à la guerre en Syrie. Bien ou pas bien, c'est un fait, et il faut juste vivre avec, faute d'avoir les moyens de vivre dans une réalité alternative. Sinon, on rentre dans la pensée magique. Et sur le plan des alliances internationales, domaine dans lequel les USA ont excellé, eh bien on se rend compte que la Russie fait un très bon travail. Non, elle n'est pas isolée, et oui, dans certains pays que l'Occident délaisse, la Russie devient désirable. Là encore, je m'appuie sur De Villepin pour le dire, sinon je vais me faire sauter à la gorge. Et qu'il lui appartenait de montrer que la Russie était capable d'un leadership mondial, d'un leadership en matière de sécurité dans cette bataille contre l'Occident. Et le pari, il faut le suivre de près parce qu'il marche pour le moment et nous le négligeons. La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. Là, ce sont juste des faits. Et si on n'est pas d'accord là-dessus, l'analyse devient très vite compliquée à faire. Donc bon, si on me demandait mon avis, je dirais qu'il faut réarmer fortement les pays de l'Union européenne pour qu'ils se fassent respecter de tous. Arrêter le conflit là où il est, car si on commence à chercher où est la vérité, on la trouvera jamais. Et enfin, reprendre une politique d'indépendance par rapport à tout le monde et nourrir des relations basées sur les intérêts bilatéraux croisés avec chaque pays étranger, y compris la Russie, qu'elle soit de Poutine ou de je ne sais qui, mais aussi avec les autres pays européens. Il ne faut pas oublier que la diversité au sein des États et des civilisations est un facteur de survie. Si on commence à tous s'allier et à conduire la même politique, alors, quand il y a un effondrement, il est global. Et ça, c'est quand même un peu moche. La situation sur les prix de l'électricité sur lesquels la France est bloquée avec des tarifs astronomiques est juste ubuesque quand on sait que la France peut produire de l'électricité nucléaire. Et on pourrait même produire des centrales nucléaires si on le voulait vraiment. Ce sont bien les Allemands qui bloquent toute révision de ce système absurde. Donc non, les Allemands ne sont pas plus gentils que les USA, qui ne sont pas plus gentils que les autres. Mais bon, comme je ne suis pas un décideur politique majeur, mon avis, je m'en fiche moi-même, puisque je ne suis pas un agent russe, pas plus qu'un agent allemand ou américain ou je ne sais quoi. Je me contente donc de partager avec vous les possibilités d'adaptation que nous avons à notre disposition pour préserver notre épargne, car c'est mon sujet sur cette chaîne. Et là, suite à ce grand constat, soit vous considérez que les dirigeants européens vont devenir pragmatiques et qu'ils vont construire une cohérence dans leurs discours et leurs actions face aux États-Unis et à l'Ukraine et à la Russie pour avoir un impact, soit vous considérez que cela ne sera pas le cas et que la situation va essentiellement se traiter entre les Américains
et le bloc Russie-Chine de l'autre. Je ne développerai pas le premier scénario pour ne pas perdre de temps. Donc, nous assistons à la fragmentation du monde et par conséquent une régionalisation de la mondialisation. Cela signifie qu'il y aura plus de résistance, de friction et moins d'efficacité un peu partout dans le monde en fonction des conflits qui se développent. De plus, il faudra produire beaucoup de choses en double ou en triple car un bloc ne voudra pas commercer avec un autre. C'est pour cela que les Russes se remettent à fabriquer des composants électroniques pour disposer de leur propre filière, même si du coup ils repartent de loin. Donc en matière d'épargne, cela veut dire qu'elle court plus de risques et que le gain en rendement va devenir plus compliqué à obtenir et plus faible que dans notre ancien monde. Cela signifie aussi que le marché de l'énergie se fragmente et que les disparités d'accès à l'énergie vont s'accentuer puisque pour l'instant on n'a pas de substitut aux énergies fossiles. On raisonne donc en termes de volume limité. C'est bien le constat mortifère de l'Allemagne qui a pris le pari de démanteler sa production nucléaire pour que son économie repose sur du vent et du soleil. Bilan des courses, l'Allemagne lutte comme un diable pour empêcher la France de se désolidariser de ses turpitudes. En clair, il va donc falloir apprendre à débancariser une partie de votre épargne et à la répartir sciemment entre différents pays pour ne pas trop être impacté par des chocs et des crises liées à cette nouvelle réalité plus chaotique. Si cela vous intéresse, on vous a fait une formation gratuite que vous pouvez suivre en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Alors oui, c'est pas marrant de vivre dans un monde qui se fragmente. Il est plus hasardeux et plus compliqué. Mais en même temps, les crises sont vecteurs d'opportunités car c'est dans les crises que les structures inefficientes en place tombent et sont remplacées par autre chose de différent. Donc si vous doutez sérieusement des difficultés de la France à venir et de la quantité d'opportunités qui va se présenter, vous pouvez aller voir cette vidéo pour mettre des ordres de grandeur sur les problématiques qui nous font face.